Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un thème qu'on a exploré dans l'épisode précédent sur l'éthique médicale en mission humanitaire, notamment sur la notion donc d'autonomie. Donc l'idée qu'un patient décide seul, ou visiblement en Afrique, comme tu me l'as expliqué rapidement, pas seul du tout, d'une intervention. Et tu avais notamment commencé à me parler d'une situation d'amputation. Est-ce que tu veux m'éclaircir sur tout ça? Oui, forcément, dans la notion enfin, dans la définition de l'éthique médicale, il y a cette notion très importante qui est l'autonomie du patient. On doit respecter l'autonomie du patient. Et ce concept qui peut facilement être compréhensible et appliqué en Europe est difficilement applicable dans mon expérience sur le terrain. Et j'ai le souvenir d'un patient à Moundou, au Tchad, dans le sud du Tchad, qu'on avait rencontré qui avait une infection au niveau de la main et une infection très très importante et qui avait été prise en charge par les tradipraticiens, en l'occurrence qui avait été pris en charge de manière un peu inadaptée puisque l'infection continuait et il fallait vraiment, donc, pour sauver la vie de ce patient, l'amputer parce que sinon l'infection allait se diffuser au bras ou au corps, ça allait entraîner une septicémie, voire la mort. Donc on le rencontre à Moundou et donc moi je prends la décision de l'amputer pour lui sauver la vie. Et il était accompagné d'un jeune homme qui était un peu plus jeune que lui, qui était avec lui son frère, et qui avait un look très, très artistique, un peu habillé à l'européenne, très à l'aise, qui était très sympathique, avec qui on a eu un bon contact. Et lui, je lui avais expliqué la notion d'amputation qui était nécessaire pour son frère. Et donc là, il m'a dit, bon, écoutez, ok, pas de problème, on va en parler, on revient vous donner notre réponse et notre accord. J'ai dit, mais pourquoi faut un accord? Il dit, non, non, parce qu'il faut qu'on en parle au village, il faut qu'on en parle au chef du village, au tradipraticien, etc. On pourra vous donner la réponse que demain. Et moi, je savais que quand il y avait une décision importante à prendre, les patients n'étaient pas du tout autonomes et que la décision était une décision collective. Pour beaucoup de choses d'ailleurs, et notamment pour les problèmes de santé. Donc, quand on opère un enfant, c'est les parents qui décident, c'est le village. Et là, il fallait qu'il y ait une décision collective. Et j'ai eu plusieurs exemples, moi, vraiment en brousse, où on m'avait même parfois fait attendre 2 3 jours avant d'amputer parce Ah que, ouais, carrément. ah oui, parce que le village n'avait pas donné l'accord. Et donc, lui, en l'occurrence, bah, l'accord est arrivé assez vite. Le lendemain, au bout de 24 heures, je vois le patient revenir, etc. Et le frère vient et me dit OK pour l'amputation. Donc j'ampute le malade. Tout se passe très bien au niveau des suites, de la cicatrisation. L'état général, tout de suite, la fièvre tombe. On est très très content. Et 2 3 jours après, je vois toujours ce frère-là qui continue à un peu faire la gueule. Alors je lui dis, mais écoute, je comprends pas, on a pris le temps, on a respecté la décision du village, on a amputé ton frère, c'est pour son bien, tu sais, vraiment, on lui a sauvé la vie, on est très content, etc. Je comprends pas pourquoi tu fais la gueule, quoi. Il me dit, non, mais c'est pas pour ça c'est très bien, mais finalement, moi ça m'arrange pas, tout ça. Et il m'explique un petit peu que lui, c'était le frère cadet. Donc le frère aîné, qui avait l'infection de la main et qui a été amputé, était normalement lui qui devait partir. Je lui dis, mais partir où? Mais il me dit, bah, il devait partir en France, à l'étranger, faire le parcours pour venir de manière, avec tout le parcours des migrants, jusqu'en Europe. Je lui dis, ben, et alors? Et ben, il me dit maintenant qu'il est amputé, il est handicapé, donc maintenant il est à la charge de la famille, et moi je suis le cadet, donc c'est à moi à partir. Donc en fait, il m'explique que lui, étant cadet, c'était pas à lui à partir, c'était l'aîné qui devait partir. Mais comme l'aîné maintenant est handicapé, il est à la charge de la famille. Comme il a le statut d'handicapé, ben, la famille va s'occuper de lui et l'aîné n'est plus obligé de partir. Et que c'est lui, le frère cadet, qui doit partir. Et il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. En fait, souvent dans les familles, notamment dans ces régions d'Afrique, de l'Ouest, ben, le frère aîné, un membre de la famille, est désigné pour partir en Europe. Et donc la famille se cotise, voire le village. Ah ouais. Oui, oui, c'est vraiment quasiment, il y a une quête qui est faite entre guillemets. Donc il y a une solidarité qui fait qu'on fait cotiser tout le monde. Donc c'est la famille, le groupe, pour pouvoir financer le voyage, parce que le voyage d'un migrant
qui vient jusqu'en France coûte très très cher. Il faut payer le transport, il faut payer les passeurs, il faut payer la vie pendant 6 mois, 8 mois, voire un an parfois. Donc c'est souvent une cotisation de tout un village qui se fait pour envoyer le frère aîné en Europe. Et parce qu'une fois qu'il est en Ouais, Europe, à ce moment-là, donc il renvoie. ouais, Et là aussi, on a cette notion d'autonomie qui est intéressante parce que elle ne peut pas exister. C'est-à-dire que quand l'enfant, l'enfant ou l'aîné de la famille arrive en Europe, il n'est pas autonome, il n'est pas libre. Il est obligé de renvoyer de l'argent au village. Il ne peut pas partir, il peut pas, il n'y a pas d'autonomie même à ce niveau-là. Et je prends un autre exemple. Quand tu es au village, et ça j'avais rencontré ça, on m'avait expliqué ça au nord du Bénin, on m'avait expliqué que quand un enfant avait un poste, et l'idéal pour eux, souvent en Afrique de l'Ouest, l'idéal c'est d'avoir un poste de fonctionnaire. Quand tu as par exemple un poste de fonctionnaire à Cotonou, l'enfant il est ravi parce qu'il a un poste et il a son petit appartement, etc. Et bien, il n'est pas du tout libre. Il est obligé d'accepter le reste de la famille. Donc, il y a une perte complète d'autonomie, c'est-à-dire même une autonomie sociale. Celui qui réussit et qui a un poste de fonctionnaire, donc un salaire, etc., est obligé d'avoir un appartement. Et dans l'appartement, il y a tout le reste de la famille. L'autonomie n'existe pas quasiment. Ça, c'est un concept que nous, on a souvent en Europe. Et j'ai remarqué que l'enfant n'a pas d'autonomie dans la décision de traitement pour lui, n'a pas la décision pour partir en Europe ou pas, c'est le village qui décide. Et même quand il réussit, eh bien, il ne s'en va pas tout seul, il est obligé de prendre en charge le reste de la famille, des cousins, etc. Il y a pas d'autonomie. de renvoyer vers eux en fait. Ce qui... Pardon, De renvoyer vers eux en fait. de renvoyer quoi? Non, de renvoyer l'argent vers eux, je veux Ah dire. ça oui, quand Ouais. ils arrivent en Europe, ils sont obligés d'abord de rembourser, un peu rembourser parce que tous les gens qui ont cotisé pour l'envoyer en Europe, évidemment, il y a investissement Ouais. c'est pas un don, hein, c'est un prêt. Et celui qui vient en Europe, il est obligé de renvoyer. Et il ne peut pas partir dans la nature. Il ne peut pas parce que s'il s'en va dans la nature, eh bien, la famille, c'est la honte de la famille, il ne peut plus revenir, etc. Donc il n'est pas autonome au sens où il ne peut pas arriver en Europe, faire sa vie, refaire sa vie, etc. Il y a vraiment un lien qui est obligatoire. Et d'ailleurs, le vrai drame aussi, c'est que quand ils échouent sur ce parcours et qu'ils n'arrivent pas à revenir en Europe et qu'ils reviennent au village, etc., pour eux, c'est dramatique parce que vraiment, c'est l'échec total, c'est la honte, c'est pour eux très très difficile. À titre individuel, ce qu'ils endurent, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision un peu plus, je dirais, plus humaine, plus personnelle, parce que au niveau du groupe et au niveau du système de migration, on a son avis, on est d'accord ou pas d'accord, mais au niveau individuel, c'est dramatique ce qu'ils vivent, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord pour partir. Ils vivent Ouais. l'enfer parfois. Alors les femmes, n'en parlons pas. Quand ils arrivent en Europe, il faut imaginer qu'ils ont fait un parcours qui est incroyable, qui est incroyable. Donc à la limite, quand ils arrivent en France, on se dit, quand on voit tout le parcours qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment, même pour moi qui connaît un peu leurs conditions, je trouve que c'est limite le respect, quoi. Quand un mec arrive jusqu'en Europe, c'est respect total. Mais ils ne sont pas du tout autonomes. Et quand ils échouent, c'est vraiment le drame. Un migrant qui échoue et qui revient chez lui, il est banni, il est banni de sa famille, il est banni du groupe, etc. C'est dans les deux sens, pour eux, c'est terrible parce qu'ils ont pas droit à l'échec, quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie et parfois de désespoir jusqu'à la mort quand ils sont sur ces bateaux. euh, Ouais. voilà. Donc eux, quelque part, ils sont pas toujours responsables. Évidemment, ils sont en quête d'un meilleur avenir, mais les gros responsables, ça reste quand même les passeurs et tout ce circuit qui existe Hmm. autour. Mais voilà, l'autonomie n'existe pas même dans la migration. Et au niveau médical, par exemple, est-ce que ça c'est déjà arrivé que, par exemple, si on reste sur le thème de l'amputation, toi, tu fortement conseilles une amputation pour sauver la vie ou quoi, et que la famille dit non, mais que le patient, lui, aurait aimé peut-être se faire amputer. Est-ce que ça Oui, t'est déjà arrivé, hein?
Non, Ou est-ce ce qui nous qu'il... est arrivé, c'est un refus d'amputation, parce que l'amputation est Ouais, très très mal vécue. ouais. Nous, on prend le temps de l'expliquer, on ne prend pas une décision comme ça, même si on sait que c'est... les amputations qui sont borderline, c'est-à-dire qui seraient vraiment positives pour le patient, mais on voit qu'elles ne sont pas vitales, ben, on n'insiste pas. D'ailleurs, même aujourd'hui, je ne les propose même plus, parce que je sais qu'elles vont être refusées. Ah ouais, ah oui. Oui, l'amputation est très mal vécue en Afrique. Donc vraiment, quand il y a une main qui a été avec des séquelles de brûlure, des choses comme ça, une main qui n'est pas fonctionnelle, parce qu'en plus, quand tu amputes, souvent en Europe, tu amputes, mais tu appareilles. C'est-à-dire que tu mets un Hmm, appareil, on a un appareillage, on a des prothèses. Donc hmm. parfois, on dit que il vaut mieux une bonne amputation qu'une mauvaise réparation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une main abîmée, qui fait mal, qui est inefficace, il vaut mieux l'amputer pour avoir une bonne prothèse. Il vaut mieux une bonne prothèse qu'une mauvaise main qui est non fonctionnelle. Mais comme l'amputation est souvent refusée en Afrique, maintenant on a l'expérience, on n'aborde pas, on sait, on n'insiste pas. En revanche, la décision est jamais personnelle. Le Ouais. patient, c'est pas jamais lui qui décide, c'est le groupe. Et quand le groupe le refuse, voilà. Et quand il y a vraiment un risque vital, comme le cas de Mundu, ou tous les cas, chaque fois qu'on ampute, c'est parce que c'est le dernier recours. Ouais. C'est vraiment pour sauver le patient. Et là, on fait intervenir le chef de village, on explique bien, on va faire intervenir les infirmiers, un médecin local, etc. pour vraiment dire, Hmm. ah, écoutez, là, c'est vital. Ouais. Est-ce que tu peux dire dans ce cas-là que on ampute peut-être plus facilement en Europe qu'en Afrique? Bien sûr. On ampute plus facilement parce que euh, le, le groupe, c'est-à-dire que l'hôpital, le médecin a peut-être plus d'impact. Le patient comprend plus la notion de mort, de risque, etc. En Europe, ils vont plus comprendre que si on décide d'amputation, c'est pour vraiment leur bien. Tandis qu'en Afrique, je veux dire, c'est une punition. Ils ne Ah comprennent pas que ouais. tu puisses amputer pour leur faire du bien. Ah oui, ok. C'est une punition, c'est-à-dire si on m'ampute, j'ai eu un sort qui a été jeté, j'ai eu une maladie, etc. Donc il voit ça comme une punition. Ici, il voit ça comme un acte pour te sauver, pour améliorer ta qualité de vie. Et puis en Europe, on a l'avantage de pouvoir les appareiller avec des appareils et des prothèses de bonne Mhm. qualité. Donc il y a quand même toujours une solution secondaire. Euh, Ouais, qu'il n'y a pas là, bah, évidemment. Tandis Ouais. en Afrique, ben, quand tu amputes, tu as un moignon, il n'y a pas de prothèse. Donc c'est vraiment un handicap. Ouais. Et puis il y a vraiment le statut de handicapé. Tu transformes le patient de malade, tu le transformes en handicapé. Et l'handicapé en Afrique, c'est terrible parce que c'est pas comme ici Hmm. où il y a une prise en charge, etc. Là-bas, le statut d'handicapé est très très mal vécu. Est-ce que par exemple, un patient serait mieux accepté par la communauté là-bas, avec une main peut-être en très mauvais état, mais toujours sa main, plutôt que un moignon du coup et sans la main? Bah, l'amputation se voit plus. Une Hmm. main, même si elle est un peu déformée, tu peux la cacher, tu peux avoir une attitude de Toujours, divulguer. ouais. Ce qui est difficile en Afrique, c'est le visible. Donc Hmm. une amputation, c'est très visible. Donc ça marque le corps, ça montre un corps amputé. Donc ça montre un peu cet handicap. C'est très visible. Et tout ce qui est visible en Afrique, c'est pas toujours positif. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.